Les années 1700 sont connues sous le nom du siècle des Lumières. C'est à cette époque que l'on produit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est important parce que cela veut dire que la connaissance scientifique s'émancipe du dogmatisme religieux et qu'il y a d'un côté la connaissance rationnelle et de l'autre côté la foi. C'est également à cette époque que nous avons des célèbres philosophes et de célèbres esprits comme Voltaire. On guillotine le roi en France, il y a la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, également des droits de la femme, même si cela est plus discret. On voit donc un grand vent de liberté souffler sur l'Europe, le progrès étant également possible de par le développement de l'imprimerie qui a été inventée préalablement par Gutenberg et qui rend la culture beaucoup plus accessible à un large public. Les idées de démocratie et de droits fondamentaux se propagent dans l'Europe, ainsi que les armées européennes qui se propagent, elles, dans le monde, puisque c'est le début de la découverte des autres continents et les Occidentaux ne vont pas tarder à acculturer bonne partie de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Océanie. Face de tels bouleversements sociaux et politiques, on en vient à s'interroger sur l'idée de la liberté dans l'histoire. Est-ce que les hommes écrivent eux-mêmes leur destin? Est-ce que notre histoire de l'humanité va nécessairement vers un progrès? Et si oui, de quel ordre est-il? Le premier grand philosophe que l'on peut citer à cette époque est Sir David Hume, un empiriste qui s'interroge notamment sur la place de l'expérience dans la connaissance et sur les limites de notre connaissance du monde. C'est intéressant parce que cela signifie que ce que nous appelons généralement des lois de la nature ne sont à ses yeux qu'une accumulation sans exception, je dirais, d'habitudes qui font que nous observons que les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent toujours les mêmes effets. Nous appelons cela des lois de manière assez métaphorique. En réalité, il s'agit simplement d'expérience. Mais le grand nom qui est attaché à l'époque des Lumières est sans doute celui du philosophe allemand Kant. On dit qu'il est philosophe allemand de l'Allemagne de l'époque, donc de la Prusse, étant donné qu'il est né, il est mort et n'a quasiment jamais quitté sa ville de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, située en Russie. Il est célèbre pour avoir écrit sur de nombreux sujets, notamment en premier lieu, la connaissance. C'est la critique de la raison pure. Il s'interroge sur les limites de notre connaissance et la prétention que nous pourrions avoir à connaître le monde réel ou à prouver l'existence de Dieu, tout ce que nous avons dans la métaphysique classique, par exemple. Son deuxième grand pan de recherche est celui de la morale. Kant est un grand philosophe du devoir moral et il tente de démontrer que notre conscience morale, notre devoir, est lié à notre nature d'homme qui est d'être libre et donc que tout ce qui porte atteinte à la liberté et la dignité de l'homme, oui, nous sommes à l'époque des droits de l'homme et du citoyen, est immoral. La morale n'est donc pas quelque chose de relatif et doit passer avant tout pour lui, puisque c'est cela qui fait justement la grandeur de l'humain par rapport peut-être à la plupart des animaux qui ne sont pas capables d'agir contre leur propre intérêt et par pur sens du devoir moral. C'est cela qui fait donc notre grandeur et qui doit être recherché même avant notre bonheur matériel. Une autre grande partie de son œuvre est consacrée au thème de l'art et de la beauté, que je laisse ici de côté, la question étant là encore de savoir si on peut se mettre d'accord sur des jugements esthétiques qui seraient universels. Cette œuvre est plus controversée que les deux précédentes sur la connaissance et sur la morale. Enfin, c'est l'un des grands penseurs de l'histoire. Il se demande si celle-ci a un sens, si on pourrait faire comme si elle en avait un, je dirais, pour motiver notre action, et si un progrès humain était possible, de quelle nature serait-il? Ainsi, il écrit l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique pour essayer de s'interroger sur l'idée d'un progrès ou d'un destin de l'homme. On retrouve d'ailleurs le même sujet chez l'un de ses disciple peu connu, Fichte, qui écrit La destination de l'homme et qui est l'auteur de cette célèbre citation très belle: être libre, ce n'est rien, le devenir, c'est le ciel. D'inspiration kantienne, à n'en pas douter. Nous pouvons enfin citer Jean-Jacques Rousseau, le célèbre auteur du Contrat social, qui a travaillé sur le thème de la liberté, de la nature de l'homme par différence avec l'animal, de l'histoire de l'humanité, de la vie en société ou encore de l'éducation. C'est un philosophe humaniste qui pense notamment contre Hobbes que le véritable contrat social qui doit unir les hommes dans une société doit être un contrat qui respecte la liberté fondamentale de l'homme. Autrement dit, trouver un système politique
politique qui fait qu'en obéissant au plus grand nombre, on obéisse finalement raisonnablement qu'à soi-même. Cela a un nom, c'est la démocratie. Ce qui fait que quand on lit le contrat social de Rousseau, on n'a pas l'impression que ce soit si révolutionnaire au sens strict du terme que cela, mais pour l'époque c'est très important et c'est l'un de ces ouvrages qui a fait avancer le monde vers des système plus humaniste et plus démocratique. Ce qui va de pair est évidemment l'éducation des citoyens, raison pour laquelle il a publié un ouvrage qui s'appelle L'Émile, dans lequel il s'interroge sur le rapport à l'éducation. Doit-elle être très verticale, le maître enseignant à l'élève qui se contente de l'écouter, ou plus participative, plus horizontale, et elle préfigure cette méthodes d'éducation, des méthodes plus modernes que nous avons aujourd'hui. Enfin, il s'interroge sur le progrès ou non de la vie en société. Finalement, est-ce qu'on a eu raison, je dirais, de quitter l'état de nature? Est-ce que nous y avons gagné davantage que ce que nous avons perdu? Et on peut retrouver là encore des préoccupations assez modernes sur le thème de l'écologie, voire du technoscepticisme qui fait que l'on se demande si le développement à tout va de la société, de la modernisation, et notamment depuis la révolution industrielle, est un bien ou un mal. Et il faut reconnaître à Jean-Jacques Rousseau qu'il est l'un des premiers à s'interroger sur la perfectibilité de l'homme, sa capacité à dépasser toujours ses limites et à se cultiver lui-même, au sens où on cultive un champ et on fait de quelque chose de plutôt pauvre quelque chose de riche. Cette capacité, la perfectibilité, est certes une vertu chez l'homme, mais n'est-elle pas également la source de son malheur et de nombreux dangers pour lui-même et pour la planète ?